Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée aux transistors bipolaires en commutation. Dans celle-ci, pour faire suite aux problèmes mis en avant dans la première vidéo, on va regarder les problèmes liés à la variation du bêta-CC. Ensuite, on va faire un deuxième calcul de circuit de commutation, mais cette fois qui inclut la correction de ce problème. Et on verra l'utilité de la diode de roue libre. Dans la vidéo précédente, on a dit que si le bêta-CC variait, s'il diminuait principalement, on avait des problèmes. Et en fait, si on regarde la caractéristique ici du transistor, dans ce cas-là le BC107, on voit que si la température diminue, le bêta-CC diminue. Et si le bêta-CC diminue, le courant de collecteur va diminuer. Et s'il diminue, sur nos droites de charge, ici on va se décaler et on va descendre ici. Et on va se trouver dans un endroit où on n'est plus ici au point de saturation, mais on est ici sur un des points de la zone active, une zone d'amplification. Et dans ce cas-là, on n'a plus de saturation du transistor. Donc dans ce cas-là, le transistor aura une tension UCE à ses bornes et l'élément qui est piloté n'aura plus l'entier de la tension. Donc il peut ne plus fonctionner correctement. Donc si vous avez une électrovanne ou un relais, il peut ne plus fonctionner correctement. Donc il va falloir qu'on corrige ce problème-là. Donc on voit que si la température diminue, ici, on a un problème. Donc on a un premier problème qui est lié à la température. Deuxième problème, lorsqu'on achète un transistor bipolaire, on achète certaines caractéristiques dans le bêta-CC. Et en fait, le bêta-CC d'un transistor peut varier du simple au double dans le même lot. Par exemple, ici, le fabricant ici du BC107 définit pour le 107 une plage de 110 à 450 et pour le BC107B de 200 à 450. Donc si le gain est à 450, c'est très bien. Si par contre le transistor qu'on a acheté, il n'est pas à 450 mais il est à 110, on va se trouver beaucoup plus bas sur la droite. Donc ici, on risque de plus être ici. À 450, on risque de bien être là, mais par contre, si on a 110, on risque de plutôt être par là. Donc ça va nous poser un problème. L'avantage avec ce fabricant ici, il nous donne les minimums et maximums. De ce fait-là, dans le calcul, on peut prendre ici le minimum. Certains fabricants vont vous donner la valeur typique, la valeur qui est centrale, et de ce fait-là, vous ne savez pas forcément le minimum et le maximum, ce qui est plus gênant. Donc, pour être sûr de corriger ce problème-là, on va prendre ce qu'on appelle un facteur de sécurité. Et ce facteur de sécurité, la plupart du temps, on va prendre le chiffre de 5. On voit des chiffres de 2 dans certains ouvrages. Alors, avec le chiffre 2, ça peut corriger le problème qui est ici. Si on a la valeur typique, on peut corriger ce problème-là. Mais si on a le problème ici, la variation du bêta-CC entre les différents transistors, on va corriger ce problème-là, mais on ne va pas corriger le problème de température. Donc ça corrigera un seul des problèmes. Donc pour être sûr, il faut avoir un chiffre plus grand que 2. Par contre, il ne faut pas monter trop haut, sinon le transistor n'a plus de sens, vu que son but c'est d'amplifier le courant. Si on le divise par un facteur de sécurité trop grand, on ne va plus bénéficier des avantages du transistor bipolaire. 5 semble un bon compromis. Donc maintenant, on va refaire un calcul, mais en intégrant ceci. Donc on reprend ici notre circuit, comme on l'a fait précédemment. Donc on va recalculer le point de saturation, et on va partir de la charge qui est ici, et on va calculer le circuit de pilotage qui est ici, qui va permettre d'avoir le courant IC qui fonctionne de manière correcte. Alors on recommence comme on l'a fait précédemment. Premier point, pour la saturation, on va déterminer la tension UCE de saturation, ici, selon le datasheet, ou alors si on n'a pas d'information, on prendra 0 volts. Et ensuite, la tension complémentaire pour la VCC va se trouver sur la résistance ici RC. Une fois qu'on a la tension sur l'élément RC, on peut calculer le courant par la loi d'Ohm.
Et c'est à cette étape-là qu'on va maintenant introduire ce facteur de sécurité. Précédemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le courant IC et on l'a divisé par le bêta CC pour trouver IB. Dans ce cas-là, on va faire la même chose, mais une fois qu'on a trouvé ce IB théorique, on va le multiplier par le facteur de sécurité. Donc, le nouveau calcul va devenir IB est égal à IBSAT fois le facteur de sécurité. Donc, on a un autre facteur de sécurité qui multiplie ICSAT divisé par bêta CC. Donc, on voit apparaître ici ce facteur de sécurité. Donc, on va amplifier le courant IB de notre facteur de sécurité. Et ensuite, on reprend les étapes qu'on les a faites précédemment. C'est-à-dire, on calcule la tension sur la résistance de base en prenant la tension VBB et en lui enlevant la tension sur la jonction base émetteur qui a une diode ici. Voilà. Et finalement, on calcule la résistance RB en faisant URB divisé par IB. Voilà. Donc ici, il faut bien faire le bon choix du facteur de sécurité comme on l'a présenté précédemment. Voilà, si maintenant on reprend cette caractéristique ici, IC, en fonction de UCE, qu'on a présenté lors de l'étude du transistor bipolaire, on avait vu qu'il y avait une zone dans laquelle on pouvait travailler, et hors de cette zone, on ne pouvait pas aller parce que la puissance ici était trop élevée sur le transistor, donc il risquait de brûler. Si maintenant on se trouve en commutation, ce qui va se passer, c'est qu'on va travailler en saturation ou en blocage, et on va passer rapidement de l'un à l'autre. Donc on va passer dans la zone dangereuse ici, mais on ne va pas s'y arrêter. Donc on peut passer dedans. Ce qui va se passer, c'est que la zone de saturation, on n'a quasiment pas de puissance dissipée par le transistor, donc il va refroidir. En passant dans la zone ici, il va chauffer, mais vu qu'il ne s'arrête pas dedans, il va chauffer un tout petit peu, et il va refroidir ici au point de blocage où il s'arrête. Point de blocage, on n'a pas de puissance non plus. Et ensuite, même chose lorsqu'on passe en saturation. Donc, on a le droit de passer dans cette zone-là parce qu'on va dissiper de la puissance que lors de la commutation du transistor. On aura un pic de puissance ici. Attention par contre, lorsque la fréquence de travail est trop élevée, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer très souvent dans la zone dangereuse ici et la température globale du transistor va quand même trop monter. Voilà, si on effectue maintenant un exemple de calcul du circuit de commutation, ici, on désire piloter un récepteur ayant une caractéristique de 12 volts 3 watts à l'aide d'un transistor, et puis celui-ci reçoit une commande d'une source logique de 5 volts. Donc si on prend notre transistor, ici, qui a un HFE de 200, sa tension de saturation, on va admettre qu'elle a 0 volts. Donc on aura 12 volts sur l'élément ici. Vu que sa caractéristique c'est 12 volts 3 watts, on va directement pouvoir déterminer le courant à partir de ces valeurs-là. Donc on obtient ici notre puissance, ici de 3 watts, notre tension de 12 volts, et on obtient un courant de 250 mA. Par contre, si ici on avait utilisé autre chose que 0 volts, on aurait eu moins de 12 volts ici, on n'aurait pas pu utiliser cette formule-là. On aurait dû, à partir des informations 12 volts 3 watts, chercher la résistance de l'élément qui est ici, et après calculer le courant à partir de la véritable tension, donc les 12 volts moins la tension UCE-SAT, et puis diviser par la résistance de l'élément qu'on a pu calculer. Et dans ce cas-là, on s'est facilité le travail en admettant 0 volts. Une fois qu'on a déterminé le courant, on va déterminer le courant de base, ici, et cette fois, on va prendre un facteur de sécurité. Donc, facteur de sécurité de 5. On aurait pu se permettre un facteur de sécurité plus faible du fait qu'on a pris ici le HFE minimum du BC107B. Donc, avec le 5 ici, on est vraiment sûr d'être saturé. On aurait pu se permettre, je rappelle, un peu plus faible. Voilà, donc on obtient un courant de 6,25 mA ici. Et avant-dernier point, c'est déterminer la tension sur la résistance de base. On a 5 volts d'alimentation. On va perdre les 0,7 volts ici en base émetteur. Et de ce fait-là, il nous restera 4,3 volts sur la résistance de base.
Et maintenant, on a la tension sur la résistance RB et le courant qui traverse cette résistance RB. Donc on peut calculer cette valeur-là et on obtient 688 ohms. Donc en plaçant cette résistance de 688 ohms ici, on pilote notre élément qui est ici de manière correcte. S'il y a des problèmes de température, on ne va pas les voir du fait qu'on a utilisé un facteur de sécurité ici. Voilà. Dernier point, lorsqu'on fait une commutation sur une charge inductive, il faut faire attention, ce qui va se passer, et ça c'est décrit dans la vidéo du sujet concernant le magnétisme, ce qui va se passer dans une bobine, c'est lorsque on l'alimente, il y a un courant qui va circuler dans la bobine, et au moment où on bloque l'alimentation, c'est la bobine qui va devenir générateur. Donc elle va fournir du courant. Et dans le cas où le transistor se bloque, si le courant continue, on va avoir une impédance très élevée au bord du transistor, ici, et le courant va continuer, donc on va obtenir une tension très élevée. De ce fait-là, au moment du blocage, ici, on a une étincelle qui va apparaître dans le transistor, et on va détruire le composant. Pour résoudre ce problème-là, on va mettre ce qu'on appelle une diode de roue libre. Donc cette diode, on la met dans ce sens-là. Cette diode, en fonctionnement normal, il ne se passe rien. Le courant ne peut pas circuler ici. Par contre, lorsque c'est la bobine qui devient génératrice de courant, le courant va être ici rebouclé à travers la diode. Il ne va pas venir ici. Et ça protège notre élément qui est ici. Attention, si votre transistor est très rapide, il faudra mettre ici une diode qui est plus rapide. Il faut protéger plus rapidement que le transistor va exploser. C'est bien clair. Donc on va pouvoir mettre ici une diode de protection, une diode Schottky. Voilà qui termine cette deuxième partie de la vidéo dédiée au transistor en commutation. Dans la prochaine partie, on verra le cas particulier de l'optocoupleur et du transistor Darlington. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.